Ah ouais, t'es prêt pour l'aventure? Bah c'est parti, écoute. Bah écoute, t'es dans l'auberge, c'est le matin, t'entends le chant du coq. Fais un jet de dés pour te réveiller. Ah ouais. Ok, c'est bon, c'est réussi, tu te réveilles. Ok, très bien. Bon bah écoute, fais un jet pour lasser tes chaussures. Ouais. Ouah, c'est réussi! Oh, super! Ah, tu lasses tes chaussures. Ah oui, t'es prêt à aller à l'aventure et tout. Bon bah maintenant, il faut descendre l'escalier de l'auberge. Échec critique, c'est dommage. Oh là là, tu tombes dans l'escalier. Oh là là, bah t'es décédé, je suis désolé. Bouah. Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. On se retrouve pour cette série dans la série, puisque je vous rappelle qu'on a une série sur le roleplay, et je me suis rendu compte que le début de cette série, en fait, portait aussi sur le temps. Et donc, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de jouer en temps réel. Tu vas me dire, par défaut, le jeu de rôle, c'est l'art de l'ellipse. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai essayé de plaider dans un article voilà, qui s'appelle Le jeu de rôle art de l'ellipse. C'est-à-dire que on zappe quand même tous les moments creux, les recherches longues, le sommeil. Les ellipses peuvent même être énormes. Je te ramène à mon contenu sur le temps long. C'est-à-dire que si on a envie qu'il se passe 3 siècles entre deux scènes, mais il n'y a pas de problème, on dit juste qu'il se passe 3 siècles. Mais même quand on est à l'échelle de la scène, on est rarement calé sur le temps réel, car en fait le langage qu'on utilise pour faire du jeu de rôle ne peut pas restituer la simulation de façon synchrone. C'est-à-dire que il y a des choses en fait il y a des choses que on va dire plus vite qu'elles ne se font quoi. Genre eh bien tu cours et tu traverses le terrain de football. Bon bah, voilà, là je l'ai dit, ça a pris 2 secondes. Je pense qu'un coureur même aguerri pour traverser un terrain de football, il va mettre un petit peu plus de temps quoi. Inversement, si je commence à dire, bon bah voilà, vous arrivez chez le notaire, il y a un presse-papier, le notaire il a des favoris et des petits lorgnons et tout, puis je commence à décrire tous les bibelots, tu vois, je pars sur une fameuse hypotypose, c'est-à-dire une description assez précise, soit parce que je mets une ambiance, soit parce qu'en fait il y a des indices à comprendre dans la description, parce qu'on est un peu sur de l'enquête. Eh bien là, évidemment, ce que l'œil humain aurait pu, enfin les personnages, eux, ils embrassent la scène, tu vois, en une fraction de seconde. Ils voient un peu tout ce que moi, je vais mettre peut-être 5, 10 minutes à décrire. Donc voilà, on peut pas, le langage ne permet pas de restituer une simulation de façon synchrone. Le cas extrême, en fait, de cette non-synchronicité, c'est Shadowrun. Parce que dans Shadowrun, en fait, un combat de quelques secondes, eh bien, il peut prendre 3 heures à jouer. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Je vais appeler ce phénomène un peu de dilatation temporelle, je vais l'appeler l'effet Shadowrun. Juste pour ce contenu, je te promets pas un nouveau jargon, ce sera pas dans le wiki nonobstant, voilà. Mais voilà, l'effet Shadowrun, c'est quand quelque chose qui prend... parce qu'en fait, dans Shadowrun, les combattants avec tout le réflexe, que ce soit les combattants avec des réflexes augmentés, les mages, ou même les hackers, ils font des actions très très impactantes en quelques millisecondes. Et donc en fait un combat très très violent qui va laisser tout le décor par terre. Dans la simulation, bah, il prend 3 secondes, mais sauf que en termes de mécanique, c'est assez complexe, Shadowrun. Et voilà, un run matriciel qui est censé prendre 3 secondes dans la fiction, il va nous prendre déjà un quart d'heure à gérer en jetant tous les jets de dés, tout ça dans le temps réel, quoi. Faudrait peut-être que je retrouve. J'avais fait un petit. Je pense que je ferais peut-être une entrée wiki nonobstant. Parce qu'en fait, à une époque, je m'étais amusé à lister justement les différents temps. Donc bon, bah déjà, tu vois, là, il y a quand même une différence entre le temps fictionnel et le temps de traitement de la fiction, tu vois. C'est pas le même temps, quoi. Bref. Donc on va parler, c'est impossible entre deux, entre la contraction et la dilatation temporelle. Cet entre-deux, c'est le jeu en temps réel. C'est une idée, une abstraction, où, entre guillemets, on arriverait à passer
autant de temps de traitement de la fiction que le temps que prend la fiction elle-même, quoi. C'est un truc, voilà, c'est une abstraction, je veux dire, c'est quasiment pas atteignable. C'est plutôt un truc qu'on cherche à faire ressentir plutôt qu'à suivre exactement quelque part. On va plutôt on va simuler le temps réel, quoi. Pourquoi vouloir jouer en temps réel? Bah déjà, je pense que le point le plus important, c'est que ça va favoriser l'immersion, parce qu'on va avoir une convergence temporelle. On a l'impression que l'action, le temps qu'on met à parler d'une action, c'est le temps que l'action prend. Et donc du coup, on est plus voilà, dans ce côté réalité virtuelle. Ça donne aussi la sensation de prendre le temps de jouer les choses pour de vrai. Ça redonne de l'importance à ce qu'on fait, quoi, tout simplement. Ça permet de laisser une bonne place au roleplay, parce que du coup, on va rejouer notamment les dialogues ou la description des actions, voilà. Euh, C'est quelque chose, le jeu en temps réel, c'est quelque chose également qui est recherché dans le jeu à la dérive. Le jeu à la dérive, c'est un jeu où en fait, il y a pas de flèche narrative, hein, c'est-à-dire qu'on vise pas on vise pas une conclusion précise, on n'essaye même pas d'ailleurs d'utiliser voilà, des tropes forcément. C'est plutôt voilà, on joue les choses les unes après les autres. C'est un peu quelque part à la fois le gameplay mais aussi le roleplay qui va dicter bah, tout ce qu'on joue est important et après on joue les conséquences de ce qu'on a joué et voilà. Et généralement le jeu à la dérive, c'est pas obligé, on peut faire des ellipses dans le jeu à la dérive, mais quand même, le jeu à la dérive s'accommode bien du jeu en temps réel. Jouer en temps réel, ça permet aussi de donner de l'importance au drama ou aux tranches de vie. Il y aura un contenu qui va sortir qui s'appelle le défi domestique, où je vais reparler un peu de ça, mais je t'ai déjà parlé de ces choses-là, drama, tranche de vie, dans Éloge du RPDNet ou encore dans le contenu sur l'intime. Commentaire de Guillaume Rioux, que je remercie au passage. Guillaume nous dit: ce qui signifie qu'il y a des situations qui se prêtent mieux en temps réel, strict, que les autres, notamment les situations d'échange verbal. Donc ça c'est vrai, quelque part, la convergence temporelle parfaite, c'est vraiment les dialogues. C'est-à-dire que voilà, si on discute, alors dialogue sans jet de dés, hein, parce que si on commence à mécaniser les dialogues, surtout avec des systèmes, t'as des systèmes sociaux un peu complexes, je pense notamment à certains moves dans les PBTA, des moves sociaux où en fait alors ok, tu as acheté le dé de poser des questions cruciales, machin. Donc en fait, regarde, tu vas choisir ces 5 questions que tu vas pouvoir placer plus tard dans ton questionnaire. Bon, c'est bien, enfin, j'ai rien contre ces systèmes. Mais on n'est pas... on commence à s'aligner du temps réel, tu vois, si tu rajoutes de la mécanique, bien sûr. L'autre intérêt du temps réel, c'est va être de donner une sensation de danger permanent. C'est-à-dire que, par exemple, on joue un bivouac. Si ta table sent que toi, MJ, tu vas pas faire d'ellipse, ça veut dire que des attaques sont possibles. Ok, bon bah ok, alors vous installez le campement, comment vous faites et tout. Genre, tu dis, attends, pourquoi il me demande comment je fais pour installer le campement? Peut-être que je vais me faire attaquer par l'installation du campement, peut-être que j'ai intérêt à bien installer le campement, sinon il y aura des conséquences, tu vois. Donc c'est pas juste un truc purement cosmétique. Également, bon, bah voilà, comment vous gérez le feu, ok, bon, bah maintenant vous mangez, tout, qu'est-ce que vous mangez, ça prend combien de temps? Je dis, ouah, c'est pas net, il va se passer un truc, et puis pareil pour les tours de garde, on joue tous les tours de garde, tout ça, et voilà, ça crée une sensation de danger. Et donc, comme dit Guillaume, Guillaume dit étirer le temps provoque une anticipation de la rupture de tranquillité. C'est-à-dire que jouer des temps tranquilles, des temps de bivouac où il se passe rien, et prendre le temps de les jouer, ça va faire monter un stress en se disant oui, ok, jusqu'ici tout va bien, mais si on le joue, c'est qu'à un moment, rien ne va plus aller, quoi. Il y a un moment, on va forcément se faire attaquer et tout. Euh, voilà, contrairement, de toute façon, à la limite, s'il y avait, s'il y avait un marqueur du MJ sympa, du MJ Bisounours, ou de la MJ Bisounours,
MJ Bisounours, ellipse et bivouac. Voilà, c'est MJ Bisounours qui fait ok, bon là vous prenez un temps de repos long, ok, vous récupérez vos PV, tac tac, c'est fini, on passe à la suite. Ça, c'est un move de MJ Bisounours. MJ Sadique fait ok, vous voulez reprendre un repos long, très bien, voyons, installez-vous tranquillement, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. On va comme le jouer, puisqu'on sait jamais. Voilà, bon bref, t'as compris l'idée. Alors après, cette histoire de sensation de danger permanent, il faut que ça soit prouvé par le jeu. Hein. C'est-à-dire que si tu fais jouer 4 bivouacs en temps réel et que c'est qu'il se passe rien, je dis pas que c'est pas intéressant, mais t'as quelque part prouvé qu'il n'y avait pas de danger, quoi. Donc ça paraît évident que peut-être pas toutes les nuits, mais au moins une nuit sur deux, il doit avoir un réel danger, une attaque, un vol, quelque chose, quoi. Enfin voilà, il faut qu'il se passe des choses dangereuses, quoi. Sinon, ça valait pas le coup, quoi. En tout cas, pas pour cet argument de le temps réel provoque une sensation de danger permanent. Autre intérêt du jeu de rôle en temps réel, alors, c'est augmenter le stress. C'est un peu ce que j'appelle l'effet escape game, c'est-à-dire que voilà, vous avez n'importe quoi. Bon, bah, vous avez 20 minutes pour désamorcer la bombe. Tac, tac, tu lances un énorme chrono que tu poses au milieu de la table. Oui, bah voilà, le stress, il est présent, quoi. Euh, et c'est un truc concret. C'est pas, tu vois, je te parle pas de un truc un peu à la PBTA où de son côté MJ a ses horloges, tu vois, mais qui sont derrière l'écran en quelque sorte. Et il y a bah en fait là, des fois c'est vraiment être méta. Enfin, disons voilà, vous avez vraiment 20 minutes. Alors, alors, si t'es entre guillemets gentil, ça va être 20 minutes de temps fictionnel, tu vois. Si t'es un peu plus sadique, ça va être 20 minutes comment? De temps méta, quoi, de temps de jeu, quoi. Parce que bon, en général, ça te presse un petit peu plus 20 minutes de temps de jeu que 20 minutes de temps réel. Parce que voilà, si on joue vraiment mécanique, qu'on jette les dés pour tout, eh bien, en 20 minutes, tu fais pas 20 minutes de temps fictionnel, hein, tu fais un peu moins. Il y a un peu cet effet Shadowrun, quoi, quand même. Donc Guillaume Rio, lui, si tu veux, il me dit qu'il y a... est-ce que c'est pas plus un effet temps limité, temps réel? C'est pour ça que tu vois, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce qui était le plus stressant. Après, moi, si tu veux, ma réponse, c'est que le temps limité, il est là pour donner une illusion de temps réel. Donc on suppose hein, qu'une heure de chrono extra-diégétique, ça correspond à une heure de chrono intra-diégétique, même si en général, surtout si tu fais beaucoup appel aux mécaniques, en fait ça fait le chrono extra-diégétique, c'est moins sympa quoi, enfin c'est moins sympa, c'est moins généreux quoi, c'est-à-dire que tu sais très bien que en fait il s'est pas passé une heure de chrono intra-diégétique. Bon, je vais pas trancher, choisis un peu ton école. Est-ce que vraiment tu veux mesurer le temps intradégésique ou le temps extradégétique? C'est à toi de voir, quoi. Sachant qu'on peut le faire, hein. Tu veux, par exemple, dans Donjons et Dragons, les rounds, en fait, ils ont une durée en minutes. Je sais plus c'est combien, bref. Et donc, tu peux très bien dire, bah voilà, bah moi, à la fin de chaque round, je compte le temps réel et tout. Mais du coup, on en revient à un truc mécanique. Si tu te dis, moi, pour que ce soit stressant, il faut qu'ils aient que 4 rounds, par exemple, tu vois. Il n'y a que 4 rounds pour le faire. Après, tu peux dire, voilà, tu dis parce que, en fait, le minuteur, il fait insérer le temps qui correspond à 4 rounds. Voilà, tu vois, je dis pas que les deux se confondent, je le dirai jamais, mais bon, il y a quand même il y a quand même des correspondances. Et donc le dernier intérêt de vouloir jouer en temps réel, c'est de supprimer les longueurs de type effet Shadowrun. Parce que, sauf si t'aimes ça, le jeu tactique, à la limite du jeu de plateau, tu vois. euh, Enfin, je veux dire, je comprends que tu puisses aimer ça, et moi je l'ai fait plein de fois, et j'ai kiffé. C'est-à-dire passer des séances entières sur un seul combat. Mais peut-être que c'est au contraire quelque chose que tu veux éviter,
parce que ça peut donner quand même une sensation, ça donne deux sensations en fait, de jouer des combats qui durent une séance entière. La première sensation, c'est que bah on n'a pas trop avancé dans l'histoire, quoi. On a fait plein de choses, mais en fait, en vrai, ça a duré 10 rounds. Euh, et voilà, quoi. On n'a pas l'impression que le statu quo il est tellement évolué, quoi. Oui, ok, on a tué un boss, mais je sais pas, enfin, voilà, comme on a fait que du combat, on a la sensation qu'on n'a pas avancé dans l'histoire. Sensation réelle ou fausse, c'est à toi de voir. Et l'autre truc, c'est que, bah, évidemment, quand on fait que du combat, c'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de roleplay, il n'y aura pas de, bah, tout ce que, de diplomatie, de drama, tout ça. Et donc, si t'as à ta table des personnes qui sont intéressées par ces aspects-là du jeu de rôle, bah, évidemment, il y aura beaucoup de frustration. Donc voilà, je t'ai un peu listé tous les arguments pour vouloir jouer en temps réel. Ça nous donne déjà quelques indices sur comment on fait pour jouer en temps réel, mais je vais un petit peu développer. Voilà, donc le comment. Comment jouer en temps réel? C'est quoi les principes? Première proposition, c'est bah, faire du quasi-GN. C'est-à-dire qu'il y aura surtout des dialogues et des échanges entre PJ. Je te renvoie à une scène qui s'appelle l'American Freeform, qui propose vraiment ça. Je te renvoie aussi à un de mes jeux qui s'appelle L'Essente, enfin une version d'Essente qui s'appelle L'Essente en multicanal. Voilà, et qui est voilà, une sorte de quasi-GN, parce que en fait, c'est une sorte de GN que tu peux jouer sur table ou en ligne, tu vois. Euh, et si tu veux, le quasi-GN, je pense que, et notamment quelque chose qui est vraiment centré sur les relations entre PJ, parce que les relations PJ-PNJ peuvent prendre plus de temps. Pourquoi? Ben parce que en fait, t'as ce truc de, il y a deux PJ qui vont discuter avec ton PNJ et qui, pendant ce temps, bah, les autres PJ attendent. Et puis il y a des étapes de transition d'un PNJ à l'autre, c'est-à-dire que pour parler à un autre PNJ, il faut peut-être changer de lieu, il faut peut-être qu'il se passe des choses et tout. Donc du coup, tu vas avoir du jeu non dialogue, tu vois, entre deux dialogues. Tandis que si tu es vraiment sur un truc de relationnel entre PJ, ça c'est le mécanisme des soirées enquêtes. Hein. En fait, grosso modo, si tu fais une pseudo soirée enquête, euh, avec surtout des PJ qui doivent dialoguer entre eux, bah, là, tu auras vraiment ce temps réel, quoi. Après, j'admets que le casier GN, voilà, c'est un dispositif très particulier, donc j'ai voulu te faire d'autres propositions. Proposition numéro 2, c'est on tient le relevé de l'horloge. C'est-à-dire qu'on va estimer le temps que prennent les situations, on joue sans ellipse et on annonce régulièrement l'heure fictionnelle en arrière-plan. Les PNJ font aussi des actions timées ou alors déclenchées par un horaire fictionnel. Je te renvoie à un scénario qui est vraiment top, c'est une nuit agitée aux trois plumes, où voilà, les PNJ ils ont une espèce de timer fictionnel, hein, c'est-à-dire que à 22h15 dans la fiction, tel PNJ fait telle dinguerie, à 22h30 tel autre PNJ fait telle autre dinguerie, et ainsi de suite, quoi. Et donc, en fait, MJ tient un peu comme ça l'avancée du temps, en se disant, bon, bah voilà, tel PNJ a fait telle dinguerie, les PJ ont passé... voilà, après, ensuite, les PJ ont fait quelques trucs. Là, je pense qu'il s'est passé un quart d'heure, donc on passe à l'événement du quart d'heure suivant, quoi. Euh, L'autre option pour jouer en temps réel, bah, c'est jouer à la dérive. On tient toute situation pour importante à jouer, y compris donc le downtime. Et ça, si tu veux, alors on va pas forcément être parfaitement synchrone, mais en se disant quand même on joue tout quoi. C'est-à-dire, ok, bah là ils font un bivouac, on joue toutes les étapes du bivouac. Là ils sont en ville, on joue toutes les étapes du voyage en ville, traverser le marché, les différentes rues, tout ça machin. Eh bien, même si on n'est pas forcément synchrone, il peut y avoir des dilatations, des contractions, mais le fait qu'on fasse aucune ellipse donne quand même très fort cette sensation de temps réel. Petit commentaire de Guillaume Rioux, là typiquement on a du temps réel sans limite de temps. C'est du temps réel mais pas du temps limité. Il n'y a pas de timer et tout, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de compte à rebours de l'apocalypse ou quoi que ce soit.
Également aussi, autre option, c'est le jeu en round. C'est-à-dire que ça peut être un round par minute, ça, c'est typiquement les rounds de combat, même si bon, ça dépend des systèmes. Chaque système a son temps pour des rounds. Il y en a, c'est beaucoup plus court. Je pense que dans Shadowrun, les rounds, c'est vraiment très très court. Hein, comme, je crois que enfin, comme les PJ font des actions qui durent à l'échelle de la seconde ou de la milliseconde, je crois qu'un round, c'est quelques secondes dans Shadowrun. C'est un peu plus long dans Donjons et Dragons. Donc ça c'est on compare des rounds de type combat, c'est-à-dire qu'on joue tout comme une espèce de combat infini, quand bien même il y aurait pas de combat, c'est-à-dire même la diplomatie, il y aura des rounds et tout, traverser la ville, tu vois, hop, on sort la battle map, vous voulez traverser la ville, bah moi j'ai la battle map de la ville et on fait vraiment les déplacements, tac tac tac. On peut aussi les rounds de combat, c'est quand même très micro comme façon de faire. Donc on peut être sur des rounds de progression, les fameux dans Donjon Dragon Old School, t'as les rounds de 10 minutes, je crois. C'est un peu ou dans Shadow Dark, t'as les torches qui sont un compteur, quoi. C'est-à-dire, je crois que dans Shadow Dark, grosso modo, toutes les 10 minutes, t'as une torche qui s'éteint, quoi. Et donc ça va nous servir de pas de temps, quoi. Et voilà, donc ça c'est une approche assez OSR, Dungeon Crawler, quoi. Ce jeu en round, ça donne une impression forte de temps réel. Après, ce sera un grand débat, enfin, c'est un grand débat pour tout ce qui est temps réel, quoi. C'est est-ce qu'on le fait même quand il y a des moments vraiment censés être chiants, quoi, en se disant oui c'est chiant mais on va quand même le jouer parce que justement on va faire en sorte que ce soit pas chiant, tout ce qui est tranche de vie, RP Dinette, quoi là. Après, il est possible que t'aimes pas les tranches de vie, le RP Dinette, même le drama, tout ça, que t'as pas envie, quand le prêtre il fait sa prière, t'as pas envie de réciter la prière, qu'on la joue, tout ça, machin. Je peux comprendre tout à fait. Donc il peut y avoir l'option, on peut tenter de dire on fait un jeu en round en haut potentiel ludique. C'est-à-dire que on compte en round, mais vraiment, il y a de l'action tout le temps, quoi. Alors, j'avais même fait un truc, j'ai testé pour toi euh, un découpage comme ça en round, euh, où en fait, à la fin de chaque round, j'ai amené un nouveau danger. Il y avait toujours quelque chose, quoi. Moi, je trouvais ça cool, mais j'ai vraiment, en fait, moi, je te propose quand même toujours le jeu en round, c'est une chose en laquelle je crois, quand même, mais j'ai eu de la peine à trouver des tables qui aimaient ça. Bon, voilà, c'est pas parce que j'ai pas trouvé des gens qui aimaient ça que c'était pas bien, mais toujours est-il que j'ai toujours eu des gens un peu dubitatifs de cette approche en round, surtout avec c'est peut-être mon idée à la con de réintroduire un nouveau danger tous les rounds. Ça donne l'impression en fait que en 3 heures on a joué que un seul combat, alors que c'est pas vrai. En fait, on a joué une espèce de succession de dangers et la situation de fin du combat a vraiment rien à voir avec la situation de début. Il s'est passé en vrai plein plein de choses, mais ça laisse quand même avec ce goût de ah, ok, c'est la séance mono combat. Et il y a pas mal de gens qui aiment pas ça. Bon, bref. Euh, on peut avoir donc aussi, autre approche, un timer extra-diégétique, voilà, un timer réel, quoi. Non, faut pas que je dise réel parce qu'on va se confondre. Voilà, voilà, t'as un vrai chrono posé sur la table et tu te dis, bon, bah voilà, à 23 heures, quand ça sonne à 23 heures, la partie est terminée. Donc bon, Guillaume nous dit, c'est plus du temps réel c'est pas vraiment du temps réel pour moi, mais du temps limité. En fait, mon objection, c'est que c'est aussi du temps réel. Si on estime que ces deux temporalités sont convergentes, ou si le temps limité, voilà, extra-diégétique, il a pour but de donner l'illusion de temps réel. Donc oui, parce que si je dis, ok, à 23 heures on arrête, mais que dans ma partie il y a plein d'ellipses, je n'ai pas fait du temps réel. C'est tout à fait vrai ce que dit Guillaume. Mais là, dans le cadre d'un contenu consacré au temps réel, et donc si je mets un timer à 23 heures, c'est pour dire on va jouer, par exemple, euh, vos personnages peuvent passer dans le monde magique le temps d'une soirée, et en fait, quand les 12 coups de minuit vont sonner, ils vont être appelés dans le monde normal. Voilà, et là, par exemple, de mettre un timer à minuit, ça a du sens, quoi. Bon, bah, on joue les choses comme on veut, comme on peut, tu vois, en essayant de simuler le temps réel, mais
sans forcément avoir une synchronie parfaite. Et ces problèmes d'asynchronie va être résolu par, de toute façon, quand même, à la fin, il y a les 12 coups de minuit, et on sait que là, voilà, la partie, l'histoire est terminée, quoi. Autre approche, c'est le jeu par segment temporel. Ça, c'est une approche qui est proposée par le toujours inédit, l'horloge du diable. C'est un jeu dont je te parle souvent, et tu peux toujours pas te le procurer, voilà. Donc, si tu veux en savoir plus sur l'horloge du diable, bah, tu peux que écouter le podcast qui est consacré à ce jeu, quoi, parce que, voilà, ou éventuellement essayer de contacter un de ses auteurs. Je pense notamment à Mathieu Mine, qui est sans doute plus facile à joindre. Et puis voir si tu peux avoir un proto ou tout simplement avoir une partie de démo. Bon, bref. L'horloge du diable est toujours inédit, mais ce que tu dois savoir sur l'horloge du diable, c'est un jeu d'enquête un peu effréné, frénétique, un peu contre la montre. Et donc l'agenda des personnages, des enquêteurs, des enquêtrices, il est divisé par segments temporels. Je sais plus, je crois que c'est 4 heures, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a un timer extra-diégétique de 5 minutes pour jouer chaque segment temporel. Donc déjà, tu as une date limite fictionnelle, c'est-à-dire, en fait, c'est du type, vos personnages, ils ont une semaine pour résoudre l'enquête, sinon, c'est je sais pas quoi, il peut y avoir plein de trucs. Il y aura des conséquences assez néfastes, ils font pas l'enquête dans ce temps très très limité, pour le runner, parce que, ou peut-être que quelqu'un va se faire justice, tu vois, parce qu'il y a une pression sociale très importante, des mouvements de foule, parce que leur patron a décidé de les virer s'ils ne clôturaient pas l'enquête dans une semaine. Enfin, il y a un prétexte à chaque fois qui fait que t'as que, généralement c'est une semaine, enfin c'est quelques jours quoi pour résoudre l'enquête. Et évidemment les personnages ils ont plein de merde personnelle tu vois à gérer en plus de l'enquête. Donc ils ont plein de choses à faire, ils ont une to-do list énorme. Et quand ils regardent leur agenda, ils disent ah ouais mais j'ai pas beaucoup de créneaux pour faire tout ce que je veux. Donc en fait il faut qu'ils choisissent. Et voilà. Et également il y a une sorte de double il faut choisir en ces segments, c'est-à-dire bon bah cet après-midi je fais quoi? Est-ce que je vais aller parler au chef de Yakuza? Est-ce que je vais plutôt essayer de me rabibocher avec ma femme parce que sinon elle va se barrer avec tous mes vinyles, tu vois? Ou est-ce que je sais pas, moi j'ai un autre truc à faire. Est-ce que je vais aller discuter avec les clochards et tout qui ont peut-être entendu des choses? Voilà. Bon bref. Je vais pas pouvoir tout faire. De toute façon, il va falloir que je choisisse. Et il y a en plus, ce truc que tu as un timer de 5 minutes pour gérer en plus chaque créneau de 4 heures. Ça se rajoute, hein, c'est pas la même chose. Donc il y a deux mécaniques liées au temps dans l'horloge du diable. Ce timer de 5 minutes pour jouer un segment de 4 heures donne aussi une illusion de temps réel. Voilà, illusion qui est renforcée par l'agenda. C'est pas du tout le temps réel en réalité, parce qu'en une soirée, on va jouer une semaine de la vie de personnage. Mais le fait de jouer les segments dans l'ordre chronologique sans en mettre aucun, notamment les segments de nuit, sont comptés. Donc tu peux décider notamment de faire nuit blanche, tu vois, pour avancer plus vite, mais tu vas te prendre des conséquences, hein, bien sûr. Eh bien voilà, tout ça donne une bonne sensation de temps réel. Et je rappelle, j'insiste sur le côté sensation, c'est pas du temps réel pur du tout. Autre avant-dernière option, c'est privilégier les mécaniques légères, c'est-à-dire aller vers le freeform ou aller vers le sans règles, aller vers une rapidité de résolution. Ça va te permettre d'éviter l'effet Shadowrun. C'est-à-dire, voilà, un run matriciel à Shadowrun, si tu veux jouer dans les règles de l'art, c'est une quinzaine de jets de dés, quoi. Et puis là, je te parle que des jets de dés, mais du coup, ça implique souvent des étapes fictionnelles entre chaque jet de dés. Et on pourrait, voilà, avec un système plus freeform, le jeu run matriciel pourrait être géré en un jet de dés, quoi. Et du coup, voilà, beaucoup plus vite. Commentaire de Guillaume Rioux. Guillaume, par exemple, il pense à des systèmes, comme par hasard, deux systèmes OSR, hein, Brigandine ou Into the Odd, qui ont des formes de combat assez dynamiques. Et ça va dans ce sens. Parce que, normalement, de mémoire, dans Brigandine, tout ce qui est initiative, attaque, parade, esquive, dégâts, tu vois, c'est 4, enfin, c'est 4 ou 5 étapes.
son hop, c'est ramené en un seul jet de dés, tu vois. Je crois qu'en plus, les PNJ lancent pas les dés. Enfin, tout est fait pour limiter le nombre de jets de dés avec un dé qui a des lectures multiples, qui permet comme ça d'aller beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. Alors oui, pour moi, Brigandine, c'est de l'OSR. Ça n'est pas un jeu adapté du vieux Donjons et Dragons, mais c'est un jeu adapté des vieux Warhammer, quoi. Donc c'est une forme de old school, même si ça vient pas de Donjons et Dragons, mais c'est du old school Warhammer, quoi. Bref. Dernière façon de jouer le temps réel, c'est d'opter pour une granularité faible. Donc la granularité, c'est les pas de temps, enfin les ordres de grandeur mathématiques, notamment dans les mécaniques. Donc, par exemple, avoir un nombre de points de vie faible, ça maximise la chance de one-shot, one-kill, ou ça maximise les passes d'armes courtes. On peut aller jusqu'à de la touche auto où des adversaires à un point de vie. L'adversaire a un point de vie, bon bah voilà, tu te fais juste le jet d'attaque, s'il est réussi, l'adversaire il tombe et hop, c'est plié quoi. Donc voilà. Euh, Donc ça, c'était toutes les façons de gérer le temps réel. Petite conclusion de tout ça. En fait, opter pour le jeu en temps réel, c'est quasiment découvrir une scène ludique à part entière. Ça peut te faire un effet de nouveauté assez important. Ça permet aussi de se familiariser en fait à une approche qui peut être réinjectée pour juste quelques séances dans une partie ou une campagne plus classique. Commentaire de Guillaume Rio, là, à qui on va laisser le mot de la fin. Guillaume nous dit: je pense qu'alterner temps réel et temps abstrait, ça permet de renforcer l'effet de temps réel et d'hyper-focaliser les joueuses et les joueurs, notamment en le combinant avec une limite de temps, donc tout ce qui est sablier, chrono. Mais ça peut cependant inhiber des joueurs. C'est-à-dire que l'incitation à agir est très forte. Alors, inhiber, pas dans le sens où les joueurs ne vont pas agir, mais c'est peut-être les inhiber dans le type d'action, tu vois. Il y a tout un tas de choses comme juste se reposer, par exemple, qui ne vont pas être choisies, quoi. Je pense que c'est ça que veut dire Guillaume, quoi. Le temps limité, je dirais que le temps réel augmente le type d'action que tu peux faire. C'est des choses que d'habitude on ellipse, et là qu'on va pouvoir y passer, on va pouvoir faire. Et le temps limité a tendance au contraire à réduire ton nombre d'actions, bah, du coup à être vraiment orienté sur de la tactique, sur du pragmatique. Une préparation progressive des joueuses est souhaitable d'après Guillaume, par exemple en commençant par des décisions à prendre rapidement, mais avec un enjeu relativement faible, et puis on va augmenter progressivement les enjeux au fur et à mesure que de telles situations en temps réel se répètent. Lorsque la joueuse s'est déjà sentie capable de prendre rapidement une décision, là moi je pense vraiment que Guillaume parle du temps limité, moins du temps réel géré par du temps limité. Et ça va diminuer le risque de gel mental qui l'empêcherait d'agir, quoi. Alors, ce que le gel mental, un peu ce qu'on appelle analyse paralyse en termes ludiques, c'est quand bah, toi, t'es en temps réel. Par exemple, ok, t'as une technique hein, de maîtrise en temps limité slash temps réel qui est de, ok, là, c'est à ton tour d'agir, dis-moi ce que tu fais. Et tu vois, je compte jusqu'à 3. Si à 3, tu m'as pas dit ce que tu fais, ton personnage, il loupe son tour. Un, 2. Là, généralement, il y a des joueurs, effectivement, ça va tellement les stresser, dire ah, attends, c'est quoi la meilleure chose et tout, j'ai que 3 secondes pour prendre une décision, tac, ah, c'est déjà fini, 3, ah, bah voilà, tu perds tu perds ton round. Bon, c'est pas. C'est à utiliser avec modération, je dirais. Après, des scénarios très courts, comme les scénarios notamment de Sombre Zéro, sont vraiment basés sur ce temps réel slash temps limité, avec notamment vraiment un principe de pression sur tu dois prendre tes décisions rapidement, avec donc ton MJ qui compte jusqu'à 3, si t'as pas pris ta décision, t'es frisé. Et généralement, un scénario niveau sombre zéro, il n'y a pas d'échauffement, c'est l'échauffement. Généralement, c'est une partie que tu vas faire, on va faire une partie plus longue. Mais c'est un paradigme particulier. Je pense que ce que Guillaume veut dire, c'est que si on veut faire du temps limité slash temps réel, mais en laissant à la table quand même une certaine capacité d'action, une certaine maîtrise en fait, eh bien oui, il vaut mieux commencer par un petit bassin, jouer un petit intro en temps limité sur des enjeux faibles pour qu'on commence voilà, à s'habituer à la mécanique, et après, on va monter et tout, voilà, monter progressivement. On peut faire comme ça, faire un scénario full stress
avec des petites successions de séquences en temps limité, avec des enjeux de plus en plus importants, quoi. Et là, ça peut être très fun. Eh bien, on se laisse. La prochaine fois, on va... Je sais pas de quoi on va parler, donc je vais pas te pré-shot, mais ce sera toujours sur le roleplay. En tout cas... Non, ce sera toujours sur... Non, bah, en fait, je crois que ça fait deux contenus que je te dis qu'on parle de roleplay, mais on est déjà sur les conseils de maîtrise. Bon, bref. Ce sera toujours sur les conseils de maîtrise, en tout cas. Allez, ciao, à la prochaine.